merci d'être venu. C'est un café débat, donc vous pouvez aller vous servir. Mais il n'y a que de l'alcool, c'est ça? Il y a, pas de, il y a des jus de fruits, d'accord. Non, mais je voyais surtout beaucoup de bouteilles. Donc voilà, donc vous pouvez vous servir peut-être avant qu'on démarre, comme ça si vous avez besoin d'un verre. Mais vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, vous pouvez le faire après. Mais c'est pas comme, voilà, c'est pas comme dans une conférence où il y a la conférence et puis là c'est un café débat. Et comme ça, je vais en expliquer les règles. C'est pas un dialogue, même si on a un intervenant qui est particulièrement brillant, c'est pas un dialogue avec l'intervenant, c'est bien aussi recueillir les expressions de chacun, les points de vue de chacun, les interrogations de chacun. Hein. Donc je m'efforcerai de passer la parole à tout le monde et de demander le point de vue à tout le monde, même si, voilà, qui que ce soit. Après, vous pouvez vous présenter ou pas, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Je vais le faire, moi, me présenter. Donc, je suis Frédéric Caméo-Ponce, je suis membre du bureau du CODEV. Et puis, avec François Saint-Pierre, qui est aussi membre du CODEV, on essaie d'animer ces cafés débats. Hein. On avait appelé ça la métropole dans tous ces débats. Hein. Et donc, voilà. Et on s'est dit que le sujet de zéro artificialisation nette était un beau sujet de débat. Voilà. Et donc, on a fait déjà une première conférence avec Xavier Desjardins qui a présenté un petit peu les choses. Voilà, peut-être certains d'entre vous y ont insisté. Et puis aujourd'hui, on avait envie d'ouvrir le débat sur cette question-là, et puis en rapport avec l'immobilier d'entreprise, et de voir comment c'était perçu et comment on voyait ça. Voilà. Donc moi, je parlerai très peu. Peut-être en 2 mots, de dire ce qu'est le CODEV. Donc c'est une assemblée qui est là pour réfléchir sur les enjeux métropolitains. C'est une assemblée citoyenne, donc on n'est pas des élus, on est des bénévoles. On est appuyé quand même par Pierre Lefebvre, qui est... pour le moment, pour l'heure, l'unique salarié du CODEV, voilà. Il avait quelqu'un pour l'assister, mais qui n'est pas là en ce moment, voilà. Et puis on a quand même quelques stagiaires qui sont là. Alors excusez-moi, je n'ai pas vos prénoms et vos noms, je ne m'en souviens pas. Donc vous m'excuserez, c'est comme tous les stagiaires, ça c'est pas bien du tout. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être là, de nous appuyer dans le CODEV, voilà. Et puis on reçoit Sylvain, pardon, oui, c'est Sylvain Alasset de la UAT. Donc je propose que vous aussi vous présentiez ce qu'est la UAT. Voilà. Et puis aussi, peut-être certains d'entre vous sont membres du CODEV, d'autres pas, sachant que cette assemblée est ouverte, on peut se porter candidat. Voilà, voilà. Et on a plein de groupes de travail qui travaillent sur des questions d'urbanisme, de mobilité. Là, on travaille aussi sur la jeunesse. Voilà, donc soit sur des autosaisines, c'est-à-dire des sujets que nous choisissons nous-mêmes, soit sur des sujets qui nous sont proposés par le président de Toulouse Métropole qui nous propose un sujet de travail où il attend nos contributions. Et ce qui est important à dire, c'est que ces contributions, on les présente aux élus et à la commission en charge des questions sur lesquelles se rapportent nos avis. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et puis que ces cafés-débats font l'objet de compte rendu, peut-être de mise en ligne, on verra si la qualité le permet, de mise en ligne, voilà, de manière à ce que ces débats soient diffusés. Et puis généralement, on fait un petit compte rendu écrit qui est fait par Pierre. Voilà. Pour le débat, donc Sylvain va l'introduire, hein, c'est bien l'introduction. Ensuite, il y a un échange avec la salle. À un moment donné, François peut-être dira aussi un petit peu quelles sont aussi les réflexions du CODEV qu'il y a pu avoir sur ce sujet-là, puisqu'il y a déjà, en matière d'urbanisme, on a quand même fait pas mal d'écrits. Et puis, voilà. Et Pierre, généralement, vers le milieu de la séance, vers les 2 tiers de la séance, essaie brillamment, mais il essaye, mais souvent très brillamment, de faire une synthèse de ce qui a été dit. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de questions, personne ne veut boire, en fait. Hein. Pas encore. Donc ça viendra. Mais après vous pouvez vous lever aussi, c'est un café débat, donc même au cours de la discussion vous pouvez vous lever. Et alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de passer la parole un peu à tout le monde, donc les trop bavards, des fois je leur coupe la parole. Voilà. Et là François, ça arrive. À chaque fois. Bonjour à tout le monde. Effectivement, je vais me présenter peut-être pour commencer. Donc Sylvain Alasset, je travaille à l'agence d'urbanisme et d'aménagement du territoire de Toulouse. Bon, je vois des têtes que je connais, donc qui connaissent bien la UAT, c'est son acronyme. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'agence, donc on est une association de collectivités locales et on accompagne nos collectivités membres en priorité, je dirais préférentiellement, dans la conduite des documents d'urbanisme cadre, hein, on les appelle comme ça, que sont les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, souvent avec la lettre H pour habitat,
Et moi, à l'agence, j'anime une équipe d'études de 7-8 personnes sur des sujets très variés au final. Et sur les questions économiques, on intervient là aussi sur un bon nombre de réflexions et de sujets de politique publique, croyez-moi. Et donc à la fois sur les questions d'immobilier d'entreprise, de commerce, de développement économique forcément, de foncier. Tout un tas de thématiques qui font écho à ces questions de développement local, territorial, d'aménagement, et y compris, voilà, je dirais, en réflexion sur les questions du ZAN, même si je ne suis pas l'expert attitré de l'agence sur ces sujets-là. D'autres collègues qui sont plus actifs sur ces réflexions et qui expérimentent aussi un certain nombre d'outils avec les services de l'État sur le suivi, sur les réflexions en cours autour de ce fameux ZAN, dont une partie des décrets sont parus il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à défricher. Donc voilà pour les présentations. Le sujet, c'est effectivement le développement de la métropole, le questionnement de le cadre du développement de la métropole. Et derrière ça, c'est l'impact du ZAN, donc du zéro artificialisation nette, sur à la fois le sujet du développement et de manière un petit peu précise sur la question de l'immobilier d'entreprise. Alors je ne vais pas répondre à cette question-là, je vais essayer d'y répondre, en tous les cas à interpeller. Moi, l'objectif de la présentation que j'ai vu avec Pierre, c'est bien de vous donner un certain nombre d'éléments de connaissance, d'éléments de compréhension sur ce qu'a été finalement le développement de la métropole. Alors quand on dit métropole, c'est au sens large, hein. C'est au sens de l'agglomération de Toulouse et de son aire d'influence. Donc pour ceux qui connaissent les terminologies de l'INSEE, on va parler d'aire urbaine ou d'aire d'attraction, donc c'est un territoire de entre 400 et 500 communes. Donc l'idée, voilà, c'est de vous donner ces éléments de compréhension, ces éléments de connaissance sur ce qu'a fait le développement de la métropole et finalement en quoi le ZAN est de nature ou pas, ça on va en débattre, à réinterpeller ce développement, à le freiner, à l'altérer, on verra bien. Donc ma présentation va porter surtout sur ces éléments de caractérisation du développement, mais avant d'aller sur ces sujets-là, même si vous avez eu une étape le mois dernier sur les questions du ZAN, il me semblait important quand même de revenir sur ce sujet-là, sur quelques diapos introductives très, très rapides, mais qui permettent de comprendre finalement ce qui est attendu par rapport à ce dispositif et à ces outils, parce qu'il y a des outils derrière pour mettre en œuvre le ZAN. Donc ça fait 20 ans que je fais de l'urbanisme quasiment maintenant. J'ai vu passer des lois, des décrets, quelques dispositions réglementaires aussi. Au début des années 2000, les concepts de développement durable nous ont quand même beaucoup percutés aussi. Et ce fut en quelque sorte une révolution douce, mais une révolution en termes de lecture des territoires et de politique publique. Le sujet du ZAN, pour le coup, c'est une révolution aussi, mais un peu plus brutale, on peut dire, en termes de guillemets, et qui vient vraiment percuter les collectivités, les élus, en matière d'aménagement et en matière de projection, finalement, de leur territoire et en matière de développement. Alors, ce qu'il faut avoir quand même à l'esprit sur ces questions de ZAN, c'est que très souvent, on l'entend, on réduit le sujet du ZAN à un objectif simple de réduction de consommation foncière. Alors, c'est un moyen, c'est vrai que c'est un moyen, mais la réduction foncière, c'est pas une fin en soi. Derrière le ZAN, de manière un peu plus éloignée, il y avait ce sujet de ce qu'on appelle dans le jargon la séquence ERC, éviter, réduire et compenser, qui est apparue de manière formelle dans les lois Grenelle de 2007, qui a été reprise plus récemment dans le plan de biodiversité en 2018, et qui pose là un concept clé en matière de développement, qui est quelque part la colonne vertébrale du ZAN, et qui pose que voilà, le développement, il doit se penser, plus que se penser, même se mettre en œuvre dans cette séquence-là d'éviter, c'est-à-dire que le premier ordre des choses, c'est de tout ce qu'on peut éviter comme atteinte à l'environnement d'un projet doit être fait. Si on n'arrive pas finalement à réduire, à limiter ces atteintes, il faut chercher à réduire le plus possible ces atteintes. Et si on n'arrive pas à réduire, à éviter, alors là, il faut penser à compenser ces effets par un certain nombre d'actions, notamment de renaturation. Mais il y a bien à respecter cette séquence-là, dans l'ordre, éviter, réduire et compenser. Et le ZAN n'est quelque part qu'une traduction poussée de cette séquence-là. Et ce qu'il y a bien à avoir à l'esprit, c'est que les enjeux
qui se suivent derrière cette séquence et derrière l'enjeu du ZAN, il est triple. C'est à la fois de protéger la biodiversité et les continuités écologiques, on l'oublie souvent ça. C'est de réduire les pollutions. Ah, j'ai pas raison, ça va bien, ça va. De réduire les pollutions. Et avant tout, c'est peut-être le plus important, c'est de préserver les sols de pleine nature. Et donc ça, derrière cet enjeu ZAN et ERC, l'objectif, c'est celui-là, c'est de faire attention aux sols, de préserver les sols. Et le ZAN, il devrait être aussi évalué sur sa capacité à répondre à ces enjeux-là, qu'on a finalement tendance à réduire à des questions de réduction de consommation foncière. Alors voilà, ce ZAN, c'est véritablement, je le disais, c'est une révolution un peu brutale, mais qui impacte de fait les modèles de développement un peu classiques qu'on avait tendance à avoir sur les territoires. Et pour aller vers ce changement de modèle et vers une plus grande sobriété foncière, il y a différents axes de travail qui sont proposés aux collectivités, à décliner dans des politiques publiques, et qui dépassent quelque part l'enjeu de réduction de consommation foncière. On parle de densification, voilà, de monter les étages pour mettre plus soit d'emplois, soit d'habitants sur des bâtiments existants. Il y a mobiliser des friches, voilà, revenir donc sur des tissus urbains constitués pour éviter de consommer par ailleurs, reconquérir des locaux vacants, voilà. Optimiser des espaces qui sont déjà artificialisés, on pense notamment à des espaces de parking, mais pas que. Il y a réduire la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers, il y a de la renaturation, il y a de la mutation urbaine, voilà, il y a tout un tas de choses. Voilà, quand on met tous ces axes de travail, tous ces leviers pour les politiques publiques dans un shaker qu'on remue, on ne va pas obtenir un mélange très homogène. Et donc ça, on fait face aussi à un certain nombre d'injonctions contradictoires avec le ZAN qui ne seront pas si faciles que ça à lever. Et ça, c'est un enjeu aussi très important à avoir à l'esprit. De manière très concrète, le ZAN, mais ça je pense que vous l'avez bien à l'esprit, l'objectif du ZAN, c'est bien d'atteindre en 2050, que ce soit au niveau national, et les décrets récemment parus le déclinent aussi au niveau régional, d'atteindre en 2050 une absence d'artificialisation nette des sols. Et donc pour ce faire, le législateur propose un palier sur les 10 premières années, donc de 2021 à 2031, qui consiste à réduire par moitié la consommation des espaces naturels et agricoles constatée sur les 10 dernières années. Voilà. Donc ça, c'est quelque part la grille, le cahier des charges posé par le ZAN et auquel tous les territoires sont confrontés, ils devront répondre. Alors, de manière très concrète et pour objectiver la situation de la métropole ou de l'agglomération toulousaine, qu'est-ce que ça veut dire, ce schéma-là? Concrètement, l'observation passée sur l'agglomération de Toulouse, alors là on est au sens du syndicat de communes qui porte la révision du schéma de cohérence territoriale, donc c'est à peu près une centaine de communes, un peu plus de 100 communes, 113 exactement. L'observation passée des espaces agricoles et naturels fait état d'un prélèvement de à peu près 2600 hectares sur les 10 dernières années, donc environ 260 hectares par an, en faveur d'espaces artificialisés. Ce qu'il faut avoir à l'esprit par rapport à notre thématique du café débat d'aujourd'hui, c'est que un quart, voilà, 25% de ces prélèvements se sont portés vers des espaces économiques. Alors ça ne veut pas dire que toute l'activité économique consomme 24%. Aussi, vous voyez que dans les espaces résidentiels et mixtes qui représentent 57%, il y a aussi des activités, des emplois qui sont accueillis dans ces espaces-là, que ce soit en pied d'immeuble, que ce soit des équipements publics qui représentent aussi de l'emploi. Mais grosso modo, les activités vraiment dédiées à l'activité représentent un gros quart des consommations d'espace sur les 10 dernières années passées. Pour avoir quelques éléments de repère au niveau national, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes sources, on est plutôt de l'ordre de 14%. Donc ça marque aussi quelque part une particularité de l'agglomération toulousaine, qui a un tissu économique important, qui concerne beaucoup d'activités, très spécifiques aussi, avec un tissu industriel qui est assez marqué, qui est un consommateur foncier. Donc là, ça c'est le constat passé, 2600 hectares sur 10 ans. Quand on le projette à 10 ans devant nous, donc de 2021 à 2031, ça revient à avoir à l'esprit que le territoire devra maximum prélever 1300 hectares d'ENAF. Alors c'est ni un objectif ni un droit, hein. Il y a encore cette séquence éviter, réduire et compenser qui est à considérer. Il
faudra passer d'abord devant cette séquence, et puis si on ne peut pas faire autrement que de mobiliser des ENAF, alors on mobilisera des ENAF, mais avec ce potentiel en perspective, 2300 hectares au total. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le ZAN et l'immobilier d'entreprise, et voilà, l'impact du ZAN sur le développement de la métropole et de son offre économique locale. Elle va se poser de manière assez directe en matière de frein. Voilà. Est-ce que le ZAN est de nature à altérer, à freiner, à réduire quelque part, à limiter la dynamique économique de la métropole? Et là, ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est de revenir sur ce qu'a fait le développement de la métropole, sur ses dynamiques, ses caractéristiques, ses déterminismes, et les enjeux qui sont derrière. Et vous voyez sur ce premier graphique, c'est l'évolution de l'emploi privé sur quasiment 30 ans, sur un rythme annuel. Ce qui permet de représenter finalement le plus visuellement la dynamique toulousaine. Il y a beaucoup de vert, voilà, vous vous rendez compte. C'est un territoire qui est moteur, qui est un territoire qui est très dynamique et qui a observé sur quasiment 30 ans une série presque continue de croissance de l'emploi privé. On est sur un rythme de plus 8000 emplois privés en moyenne par an. Au total, sur cette période-là, ça fait quand même plus de 200 000 emplois bruts, ouais, tout compris, plus de 200 000 emplois. Donc il faut avoir à l'esprit que la métropole, l'aire d'attraction, est en capacité sur cette période-là d'accueillir tous ces emplois. Et donc ça, c'est déjà quelque chose d'important à avoir en tête par rapport aux projections. Et en gros, par décennie, et quand on regarde ça, il y a des cycles, hein, évidemment. Vous voyez qu'en 2009, on est sur un point bas et des pertes d'emploi, c'est la crise des subprimes, mais finalement, Toulouse a mieux résisté que d'autres dans cette croissance. Mais quand on regarde des choses par période décennale, finalement, on est sur des rythmes de croissance entre 70 et 80 000 emplois de plus sur des périodes de 10 ans. Donc ça interpelle quand même sur la capacité du territoire à tenir ce rythme et à offrir les conditions pour remplir ce rythme-là. Pour renforcer quelque part le dynamisme, hein, et donner un peu de relief à ces chiffres-là bruts, quand on regarde au niveau national et on compare avec les autres grandes aires d'attraction, Toulouse, hormis Paris, je sors Paris du raisonnement, mais sur les 10 dernières années, Toulouse, avec 80 000 emplois de plus privés, et celle qui a été le plus dynamique sur la période, suivie de Bordeaux, avec 67 000 emplois de plus, et suivi derrière Nantes avec 58 000. Et les communes, quand on regarde aussi les communes qui composent l'aire d'attraction de Toulouse et qu'on fait du ranking quelque part au niveau national sur les 35 000 communes qui composent le territoire, là aussi on est surpris de voir finalement que la commune de Toulouse est celle qui a le plus cru sur la période avec 29 000 emplois de plus. Et le premier rang, Blagnac, avec 13 500 emplois de plus, est au 8e rang au niveau national. Balma, avec le développement de la zone de Balma-Gramont, avec 5 400 emplois de plus, est au 31e rang. Donc voilà, il y a une dynamique qui est très forte, qui est polarisée certes, mais qui concerne un certain nombre de communes et de territoires. Alors, quand on pense développement économique, souvent, voilà, le réflexe, c'est de penser que cette croissance, elle est portée exclusivement, uniquement par la filière aéronautique. C'est un raccourci qui peut être fait, effectivement, voilà, quand on observe sur les 10 dernières années ce qu'a pesé la filière aéronautique sur la dynamique toulousaine, de toute évidence, on ne peut que constater qu'il y a quand même un effet d'entraînement, que l'ensemble de l'activité économique, elle est dans le sillage de la filière aéro. Donc, vous voyez qu'en direct, la filière aéronautique, elle représente, dans l'aire d'attraction de Toulouse, à peu près 85 000 emplois, et là on est vraiment sur la filière au sens vraiment cœur du système. 85 000 emplois directs, c'est un peu moins de 20% des emplois marchands de l'économie toulousaine. Sur les 10 dernières années, la filière aéro, elle a pesé pour plus d'un gros quart des gains d'emplois sur le territoire, 27,4% au total. Donc il y a vraiment un effet d'entraînement très fort de la filière aéronautique. La filière aéronautique est aussi un gros consommateur de foncier sur le territoire. C'est un multi-utilisateur aussi d'immobilier d'entreprise. Il faut avoir à l'esprit que Airbus, seul, occupe un parc aujourd'hui tertiaire de bureaux de près d'1 million de mètres carrés sur les près de 5 millions que détient la métropole de Toulouse. Qui est vraiment omniprésente et au cœur de la dynamique, mais je dirais qu'à l'ombre de ces activités-là, à l'ombre de la filière aéronautique, toutes les autres activités sont aussi extrêmement
extrêmement dynamique, et vous le voyez sur le graphique où on compare par grands secteurs d'activité les rythmes d'évolution de l'emploi, là aussi sur les 10 dernières années, entre Toulouse qui apparaît en jaune sur la carte, Lyon en bleu, Bordeaux en vert, et en gris c'est une moyenne des grandes aires des références au niveau national en dehors de Paris et de Toulouse. Et on voit que les barres oranges, les barres jaunes qui représentent Toulouse sont très souvent au-dessus de la moyenne des autres métropoles. Alors c'est vrai sur l'industrie, avec cette caractéristique propre au territoire toulousain d'avoir un tissu industriel qui est dynamique avec la filière aéro. Les services aux entreprises, on voit qu'on est sur des rythmes de croissance qui sont les plus forts sur la dernière période, mais qui sont finalement au rendez-vous de ce que font aussi les autres métropoles. Et sur la logistique, par exemple, on voit aussi que le territoire toulousain est un territoire très dynamique sur les 10 dernières années. Et c'est vrai pour l'ensemble des activités. Donc on est face finalement aussi à une diversité, une hétérogénéité de besoins portés par les nombreuses entreprises qui composent ce territoire-là, et des besoins qui s'expriment aussi notamment en matière d'immobilier d'entreprise, à travers une grande variété de produits nécessaires pour répondre à ces différentes aspirations et attentes des entreprises. Et ça pose là aussi la question de la gestion de la croissance avec modèle de développement qui est amené à changer. Sur les questions d'immobilier d'entreprise, là aussi quelques grands chiffres. À l'échelle de l'aire urbaine de Toulouse, il faut avoir en tête que le parc d'immobilier d'entreprise, donc qui occupe des entreprises, c'est environ 14 millions de mètres carrés. Bien sûr des surfaces, là, surfaces d'occupation au sol. Et alors déjà en soi, 14 millions de mètres carrés, ça représente un terrain de jeu important pour engager du renouvellement, du recyclage urbain, pour engager de la densification. Il y a moyen de mobiliser une partie de ce parc immobilier pour accueillir de nouveaux emplois, ce qui est déjà à l'œuvre. Tout l'accueil de la métropole, du territoire, ne se fait pas dans les territoires de consommation. Il y a aussi beaucoup de densification à l'œuvre et du renouvellement. Et puis il faut dire que le marché de l'immobilier d'entreprise toulousain, c'est un marché qui est aussi très dynamique sur les 10 dernières années. Les entrepôts, voilà, qui est plutôt orientés vers la logistique, des activités de commerce de gros, voilà, des activités de support au fonctionnement des entreprises. En moyenne, chaque année, sur les 10 dernières années, c'est quasiment 100 000 m² qui sont transactés chaque année. C'est des évolutions, c'est des chiffres qui sont relativement importants dans la moyenne des autres métropoles, mais qui sont quand même très importants. C'est aussi important pour les locaux d'activité, c'est aussi en moyenne 100 000 m² chaque année qui sont transactés sur la période. Et sur ces produits-là, on constate même des besoins qui ne sont pas satisfaits, des demandes très importantes sur ces produits. Et pour les bureaux, on est sur une moyenne de 130 000 m² par an sur les 10 dernières années, avec des tendances qui évoluent plus récemment depuis la crise sanitaire, mais j'y reviendrai pour finir ce propos. Et vous voyez que sur la carte, on a essayé de représenter sur une grille d'hexagone, un peu un nid d'abeille, on a essayé de représenter les lieux de concentration de l'immobilier d'entreprise, de leur donner une vocation. Donc là, vous avez les hexagones les plus importants, c'est là où vous avez des concentrations de l'immobilier d'entreprise les plus forts. Et en fonction de la couleur, vous voyez des destinations majoritaires qui se dessinent. Donc ça dessine des grands pôles tertiaires de la métropole, qu'on connaît, périphérique, le centre-ville, et puis ça dessine aussi des grands pôles d'activité nécessaires au fonctionnement de l'agglomération. On est bien sur des territoires de l'économie, entre héritage et modernité, qui ont une empreinte très forte sur les territoires, qui marquent de manière très forte le territoire. Ces pôles tertiaires, ces sites productifs, ils posent des enjeux là aussi très forts en termes de réponse aux besoins des entreprises, avec derrière aussi un enjeu d'amélioration des qualités des espaces urbains à vocation économique, dont on sait que certains ne sont pas toujours très qualitatifs. Donc il y a à composer au-delà du ZAN avec aussi cet enjeu de requalification des espaces économiques. Et puis je voulais finir ce propos d'introduction en faisant un focus sur le tertiaire, sur les bureaux, pour vous rendre compte là aussi des dynamiques et des enjeux que pose ce parc-là. Vous voyez là aussi depuis 80 le rythme de production, c'est l'évolution des permis de construire de bureaux sur l'aire urbaine de Toulouse. Vous voyez des grands cycles de production qui se dessinent dans les années 80-90, tout début là, du graphique. C'est la naissance des premiers pôles tertiaires de la métropole, avec des productions très fortes, de l'ordre de 300 000 m² sur certaines années.
Dans les années 90, on a connu un cycle plutôt je dirais, en décrue, mais qui était lié à une crise immobilière assez forte qui touchait l'ensemble du territoire national. Dans les débuts des années 2010, on est sur une forte relance de la production, en lien aussi avec un moteur économique très actif sur le territoire. Et notamment, c'est là où on a commencé à avoir aussi des livraisons de bureaux en blanc. On appelle en blanc, c'est-à-dire qu'on produit un bureau sans forcément avoir un utilisateur au bout. Donc l'investisseur prend le risque de produire un parc sans forcément savoir s'il sera pris en main par une entreprise. Et puis depuis les années 2010, on voit qu'on est sur des rythmes de production qui sont moindres qu'avant. On est surtout sur un peu des changements de paradigme avec des nouveaux types de produits immobiliers qui sortent, des grands campus en particulier, voilà, où des entreprises, des grands comptes concentrent sur un même lieu, dans des espaces rénovés, leurs différents emplois. Donc il y a quelque part un changement de paradigme, et c'est surtout ce que montre ce graphique-là, c'est que vous voyez depuis les années 80 et 90, il y a à peu près 2 millions de mètres carrés de bureaux qui ont été produits dans cette période-là, avant les années 2000. Et aujourd'hui, c'est un parc qui est pour partie obsolète. Alors obsolète, ça veut dire que d'un point de vue technique, de son fonctionnement, il ne répond plus véritablement à la fois aux normes environnementales aujourd'hui, aux aspirations aussi des entreprises, des salariés. Et ça se confronte, voilà, à une autre rupture qui est née de la crise, la crise sanitaire, de la pandémie, et qui est la montée du télétravail, de la réorganisation du travail, qui interroge là aussi le modèle de développement du territoire, la réponse aux besoins des entreprises. Il faut avoir à l'esprit, voilà, c'est une estimation qu'on a faite à l'agence pour essayer de chiffrer le télétravail, mais qu'à peu près 130 000 emplois à l'échelle de l'aire d'attraction seraient télétravaillables. Donc on est là plutôt sur des fonctions de cadre, poste de cadre et des fonctions d'encadrement. Et ça, de fait, ça aura un impact là aussi très fort sur les besoins immobiliers d'entreprise et sur les réponses, en tout cas, apportées en matière d'immobilier d'entreprise. Donc voilà, le ZAN, la crise sanitaire, des nouvelles aspirations, voilà, tout ça, il faut le prendre en considération. Et comment ça réinterpelle le modèle de développement de la métropole, comment il repense ces territoires de l'économie pour faire plus de qualité et pour essayer de répondre derrière aux besoins des entreprises qui s'expriment. Très bien. Eh bien, merci pour cette introduction. Hein. Donc le débat est ouvert. Le débat, il est de passer de l'idée, on rentre dans le comment en fait, même si c'est récent, ces textes de loi sont récents, mais la question c'est comment on va faire. Comment on va faire pour d'ici 2030 et comment on va faire pour faire zéro en 2050. Et voilà, indépendamment du fait que considérer que l'activité va encore se développer. Bon, ça, la question du développement, c'est aussi une autre question, elle peut tourner autour de ça. Donc voilà, et on est dans le comment, et comme on dit, souvent, c'est dans le comment que se nichent les difficultés. Voilà, et donc peut-être que vous avez déjà eu des idées. Alors peut-être qu'il y a, dans la salle, on ne sait pas qui c'est qu'il y a, donc voilà, s'il y a des personnes qui se sont déjà posé la question ou qui ne se sont pas posées, qui ont des réactions, mais je passe la parole. Voilà. Et c'est mon rôle de la passer. Moi, j'ai aussi. Ah, voilà, déjà, c'est parfait. Il y a un micro, là. Alors, vous avez parlé un peu d'une rupture un peu plus costaud que le développement durable avec la loi climat-résilience. J'aimerais avoir votre point de vue sur 3 points. Déjà, il y a un principe pour les autorisations d'exploitation commerciale qui est de travailler essentiellement en continuité des espaces urbanisés dans le cas où il y a de l'artificialisation, avec des critères de dérogation, etc. Mais de travailler en continuité. Donc ça oblige aussi, du coup, de cibler ces éventuelles extensions d'espaces urbanisés. La deuxième question, c'est sur... Alors, je précise, question, pas de question. Le deuxième sujet... Non, je précise, voilà. Il n'y a pas de question. Non. Donc ça me semble... Mais c'est sans doute intéressant. Mais là aussi, c'est pour recueillir le point de vue de chacun. Donc ça me semble une rupture importante de dire que si artificialisation, on n'autorise pas une implantation commerciale, à moins qu'elle soit en extension d'un espace urbanisé et puis d'autres conditions. Donc ça, c'est voir un sujet, comment ça peut être appréhendé. Le deuxième sujet, c'est les friches, puisqu'il y a une forte incitation
à la fois législative, réglementaire, mais aussi en termes de moyens de l'État pour le renouvellement des friches commerciales, donc voir un peu qu'on partage sur où on en est sur ce travail, si commence à peine, où est-ce qu'on en est dans ce travail sur les friches, est-ce qu'on a vraiment un état des lieux. Vous avez évoqué qu'il y avait une obsolescence un peu de certaines zones. Et le troisième point, c'est la séquence RC que vous avez dite. Il faut, dans les cas où on artificialiserait, il faut compenser par la renaturation maintenant. On ne peut pas éviter, on ne peut pas réduire. Sauf qu'il faut que maintenant cette compensation soit cadrée, notamment dans le SCOT, avec des zones préférentielles de renaturation. Donc ça, c'est un sujet. Comment on fait pour appréhender les endroits? Vous avez évoqué plusieurs critères sur le ZAN, il y a plusieurs finalités: la biodiversité, les continuités écologiques, la réduction de pollution, la préservation des sols, il y a aussi peut-être l'agriculture, mais quelle agriculture? Comment appréhender ces zones préférentielles de renaturation pour conforter, restaurer quoi? Voilà, les 3 sujets que je lance. Des questions. Merci, tu te rattrapes. Comme je disais, il faut toujours se méfier de ses amis. Oui, donc l'idée, c'est pas un questionnement avec elle. Donc je crois qu'il y avait madame qui souhaitait parler. Voilà, ça tombe mal parce que c'était également une question. Je voulais savoir si on avait une idée du taux d'occupation de cette immobilier d'entreprise actuellement, c'est-à-dire quel est le pourcentage des mètres carrés existants qui sont effectivement utilisés par des entreprises, que ce soit des bureaux ou de l'industrie ou de l'artisanat. Donc ça, c'était pour moi la question qui me semblait un peu centrale pour pouvoir réfléchir à des modalités de construction dans un cadre de ZAN. Et puis, alors, si on veut ouvrir un débat, le problème pour les entreprises comme pour les particuliers, c'est toujours un problème financier. Réhabiliter une friche, c'est probablement plus cher que de construire dans un champ. Donc, est-ce qu'on peut imaginer des incitations pour que les entreprises se tournent vers la réhabilitation plutôt que vers une demande de consommation d'espace? Parce qu'en fait, la demande de consommation d'espace, elle est souvent liée au fait que ça coûte tellement cher de réhabiliter qu'on ne va pas réhabiliter, on va les construire ailleurs. Voilà. Si on a le droit de construire ailleurs. Oui, si on a le droit, mais on va pousser à avoir le droit. On va dire on ne peut pas faire autrement. Du sujet que vous évoquez, donc on est promoteur, nous, un petit peu à l'origine, on va dire, du constat qu'on peut tous partager aujourd'hui, sans peut-être en être totalement responsable. En tous les cas, j'en prendrai une partie de responsabilité ce soir, bien évidemment, mais vous faire part plutôt d'une expérience qui est la mienne depuis une vingtaine d'années que le groupe CAR agit sur le territoire métropolitain, tant bordelais que toulousain d'ailleurs, et ce qui me permet de faire quelques comparatifs. Mais aujourd'hui, il y a une première réalité à laquelle personne ne peut échapper. Le premier pourvoyeur de foncier destiné à l'immeuble d'entreprise, c'est la collectivité. Voilà, je fais ce préambule, c'est que le premier vendeur de foncier qui est destiné à ce type d'usage reste la collectivité, à travers les différents outils dont il dispose, notamment au PIDEA pour Toulouse Métropole. Donc il nous est, nous, aujourd'hui, forcément difficile, vous comprendrez aisément, de ne pas répondre aux sollicitations que nous recevons, sachant que nous sommes là pour construire. Pour construire, pourquoi? Pour, avant tout, en trouver un usage. Donc je réponds à si c'est pas une question, en tous les cas une interrogation. Aujourd'hui, il est évident que la crise du Covid a modifié de façon radicale les besoins exprimés sur l'immobilier tertiaire, ce qui va plutôt dans un sens qu'on pourrait considérer positif. On a une réduction assez importante des demandes pour des usages qui sont certainement les mêmes. En d'autres mots, on a aujourd'hui pour des mêmes besoins des surfaces qui se sont réduites de 30% environ, ce qui est une conséquence notamment du télétravail et qu'il faut juger certainement comme étant quelque chose de bénéfique pour l'ensemble de la collectivité. Pour ce qui est de ma part, je vais vous parler de mon expérience en quelques mots. J'ai eu l'occasion de réaliser un premier immeuble de ce qui est communément la verticalité à Toulouse, qui est un immeuble à l'entrée de la Beige, KPMG pour ceux qui connaissent
ce territoire-là, qui est à la limite, donc il y a une dizaine d'années, donc qui a montré, en tous les cas, après 10 ans maintenant de vécu, toute sa pertinence d'usage sur ce que l'on peut appeler communément la verticalité. Et la verticalité, en tous les cas de l'expérience qui est la nôtre par ailleurs sur un immeuble beaucoup plus haut à Bordeaux, en termes d'usage mixte bureau et logement, est certainement une des réponses. C'est-à-dire qu'on va être peu consommateur d'espace sur la partie emprise au sol et on va forcément par la verticalité. Donc forcément, la verticalité est certainement un moyen de réduire, en tous les cas, d'amener l'objectif dans lequel nous sommes obligés d'atteindre aujourd'hui. Elle est elle-même limitée par des règles qu'il faudrait savoir peut-être faire évoluer, qui est l'immeuble de grande hauteur, l'immeuble IGH. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en quelques mots, l'immeuble de KPMG, pour ceux qui le situent, arrive à une limite constructible, non pas technique, mais de réglementation. Dès lors, au-dessus de ce niveau, qui est à peu près à moins de 30 mètres, on a des contraintes de présence, notamment pompiers, qui se justifient certainement, et qui rend le modèle économique, en tous les cas en métropole, peut-être à Lyon, impossible, en tous les cas sur la région bordelaise, la région toulousaine comme celle de Bordeaux. Donc on a une problématique aujourd'hui de règles. Techniquement, vous vous doutez bien que ce que Paris fait, on sait forcément le faire d'une certaine manière, mais on a une problématique de tarification en prix des loyers. Donc on a un problème aujourd'hui qui ressort de la problématique d'usage, qui renvoie des modèles économiques de loyer qui sont au-delà du marché que ce que Toulouse peut aujourd'hui accepter. On a essayé nous-mêmes des produits de requalification sur des bâtis existants, qui n'étaient peut-être pas des friches, mais en tout cas des immeubles qui étaient obsolètes, tels que vous avez pu l'évoquer, plutôt des immeubles dans les années 80, où on se souciait peu de ce genre de débat, où on avait un étalement urbain très important, notamment des places de parking. Et là, on a été confronté aussi à une deuxième difficulté, pardon de le dire ainsi, c'était le fait qu'il faut que vous entendiez que la plupart des produits de bureaux, les immeubles de bureaux, sont pour la plupart, je dirais, des produits financiers. Donc ils vont tourner de main en main à travers des investisseurs, notamment institutionnels, qui se font fi, on va dire, de la qualité de leurs biens, si ce n'est du rapport locatif qu'ils peuvent avoir et d'en tirer le maximum de profit. Il arrive à un moment donné où ce bâtiment a été ce que j'appelle communément rincé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été correctement entretenu. Et face à nous, on a donc un bâti qui est complètement en distorsion avec sa valeur comptable économique. Et lorsque ce bâtiment veut être vendu, il est peu ou prou 3 fois le prix de ce qui pourrait être accepté pour requalifier ce bâtiment et pouvoir le reconditionner. Donc on a aussi une difficulté qui est celle-ci. Donc face à toutes ces difficultés aujourd'hui, je vous dois la vérité, pour ce qui est de ma part du moins, aujourd'hui, notre intervention sur le territoire, à ce stade des choses, si ce n'est dans la contrainte de la réglementation, parce que là, en tant que bon promoteur, je ne peux agir que dans la contrainte, j'exagère un petit peu, on en parlera. On n'a pas pour l'instant de réponse parfaite, si ce n'est si elle est dans une dynamique, on va dire, dite politique économique. Voilà. En tous les cas, n'attendez pas des promoteurs, j'espère que je n'ai pas de confrères ou consoeurs, mais je l'assumerai totalement, d'être fort de propositions quant à l'idée de pouvoir trouver des solutions, et la responsabilité, pardon de le dire, est partagée inévitablement. Bon. Ah, ça vous débat, ça. D'autres interventions, d'autres questions, remarques, enfin plutôt que des remarques. Madame. Moi, je voulais poser une question sur le chiffre qui a été donné tout à l'heure. Vous avez parlé de 1/4 des espaces consommés liés aux activités ou dus aux activités économiques. Est-ce qu'on sait faire la différence là-dedans? Tout à l'heure, il y avait une carte, je n'ai pas su lire la légende, c'était un peu loin. Mais entre ce qui relève par exemple de l'activité industrielle et ce qui relève du développement de centres commerciaux, et ce que vous disiez sur ces 25%, c'est très supérieur à ce qu'on voit à la moyenne nationale, mais c'est pas surprenant parce qu'on est aussi dans une ville très dynamique. Mais là-dedans, est-ce qu'on sait faire la différence? Est-ce qu'on a été plus consommateur d'espace ou pas pour ces espaces commerciaux? Et puis, on parle de verticalité, évidemment, c'est le sujet, c'est la solution, en tout cas une des solutions, la verticalité pour l'habitat, la verticalité pour les immeubles de bureaux. Mais justement, pour ces espaces commerciaux, on a parlé récemment d'un dernier centre commercial qui vient de se créer très très récemment dans l'est de Toulouse, et tout ça, ça se fait complètement à plat. Donc, est-ce que ça veut dire que ces espaces commerciaux, on ne peut pas aussi les faire en verticalité
Pourquoi avoir le centre accord, le grand frais, le machin, le truc, et que tout ça, ça consomme tellement d'hectares. D'autres interventions? D'autres interventions? Allez-y, hein, mais la parole est et n'importe qui peut parler. Il ne faut pas simplement être promoteur. Hein. Tout le monde peut parler. Je m'en excuse. Non, non, c'est très bien aussi que vous soyez là. C'est le débat. Alors, plutôt, je passe la parole, madame, mais plutôt ceux qui n'ont pas parlé. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Allez-y, allez-y. Hein. On n'est pas. Donc, alors, moi, je rebondis. Alors, quand je suis très très sensible à ce problème de réutilisation des friches. Je trouve que ça saute aux yeux partout, hein, quel que soit le paysage, à Toulouse ou ailleurs, on retrouve ça. Et ailleurs, moi, j'ai été confrontée effectivement à ce problème de bureaux appartenant à des financiers, les laissant en déshérence totale, et avec l'impossibilité pour la ville, ou la très grande difficulté pour la ville, d'avoir un impact sur ces bureaux, qui était une espèce de verrue au milieu de la ville, dont on est passé pendant, je pense, 15 ans, en travaillant vraiment dessus, entre la BNP, puis le Crédit Lyonnais, puis je ne sais qui, effectivement, qui se refilaient des poules de bureaux dont ils ne savaient même pas ce qu'il y avait dedans, pour juste faire fonctionner leur immobilier d'entreprise et leur compte. Bon, on a fini par réussir à trouver un accord avec eux, mais ça a mis 15 ans. Et il a fallu 15 ans pour réhabiliter. Finalement, ils ont été transformés en logement. Mais c'est vrai que je pense que c'est un vrai souci. Et là, je ne sais pas si c'est... si le problème est à prendre par une collectivité type Toulouse Métropole ou au-dessus, ou ailleurs. Mais il y a une vraie responsabilité, ça je suis d'accord là-dessus. On a un exemple à Toulouse, hein, d'un immeuble, vous l'avez tous vu au bord de la rocade, à l'origine. Voilà, c'était frontal. On a un immeuble à Toulouse comme ça qui a été abandonné, qui a été complètement désossé. Voilà, les gens se sont servis, squattés, etc. Oui, donc on ne sait pas ce qui va devenir, qui avait l'air de reprendre vie, mais oui, on a un bon exemple. Seulement, je ne sais pas quels sont les élus qui doivent s'en occuper. Je ne sais pas qui peut occuper, c'est pour propriété. D'autres personnes? Bon, allez-y, monsieur. Oui, monsieur. Madame. Non. L'idée, c'est plus le monde parle, plus nous sait. Après, on aura François qui sera capable de relancer le débat et on aura Pierre aussi. Donc, allez-y. Et ces questions, effectivement, qui sont au cœur du sujet, et dans la dynamique de la loi, hein, qui, dans ses principes, nous amène à réfléchir à la requalification, au réemploi des matériaux, évidemment, avec la question de l'artificialisation des terres. Mais si j'ai bien compris, il y a effectivement des friches, il y a des lieux qui deviennent inadaptés. Inadaptés au niveau des bureaux parce que il y a eu une exploitation, entre guillemets, des bureaux qui maintenant deviennent obsolètes. La question, qui va prendre en charge le problème? Si j'ai bien compris, ce n'est pas le problème des promoteurs. On a fait du profit, il faut être clair, sur ces bureaux. Maintenant qu'on se retrouve avec ces friches et tous ces locaux qui sont inadaptés, c'est la puissance publique qui doit mettre la main à la poche, grosso modo. C'est un peu provoquant comme question, mais c'est la question. Qui va prendre en main sur l'injonction de la loi, hein, puisqu'il faut quand même être dans les clous de cette loi, qui va mettre la main à la poche? C'est les impôts... C'est pas sûr. Final... C'est pas si on met des règles. Non, parce que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on met des règles? C'est pas compliqué. Il suffit de fermer le verrou des terrains à construire. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est déjà bâti, on dit on ne construit pas. Et à ce moment-là,
ils vont prendre de la valeur et les promoteurs pourront faire ça. Mais voilà, c'est inévitable. Ou alors, c'est notre débat, ça freine la croissance. Allez, France, alors monsieur, allez-y. Ah, et madame, d'abord. Excusez-moi parce que je n'ai assisté à votre conférence qu'avec des trous et excusez-moi, je n'ai peut-être pas entendu ce qui fait que je n'ai pas compris. Quand même, dans l'artificialisation des sols, l'objectif, il est quand même transition écologique avec un objectif bas carbone calculé en 2050. Quand j'entends parler de la transformation des sols actuels pour pas empiéter sur les sols naturels, quelles sont les réglementations qui existent justement sur ces autres types de consommation? Construire en hauteur, moi j'ai toujours entendu dire, mais je ne suis pas du tout une technicienne de la question, et là j'aimerais bien que soit le promoteur, soit vous nous le redisiez. Il y a quand même une évaluation carbone à faire qui n'est pas la même selon que vous avez une petite villa ou un immeuble de 10 étages ou KPMG ou celui ou la tour Montparnasse. Enfin, voilà, ça c'est vraiment une question sur laquelle, alors plus généralement, dans la législation ZAN, est-ce que les obligations techniques, écologiques, autres, architecturales, chauffage, tout ce qui touche à l'écologie actuelle, sont prises en compte ou c'est que superficiel des sols? On garde les questions, hein. Vous répondrez les questions, on continue. Parce qu'il y a des attentes. Madame? Bonjour Isabelle Léon, je suis partie du CODEF du SICOMAL. Alors je suis bonne élève et je vais faire plutôt un commentaire. Hein, ouais. Mais merci. Mais je poserai quand même une question derrière. Il les note quand même, hein, au cas où il faut lui laisser le temps d'y répondre. Peut-être. Mais ne profitez pas. Le commentaire rejoint le télétravail, évidemment. On a vu un changement vraiment profond au niveau des mentalités, des manières de fonctionner. Qui s'est installé et qui petit à petit se désinstalle parce qu'on revient progressivement, même s'il y a des efforts qui demeurent au niveau des entreprises, on voit que petit à petit la tendance elle est quand même de revenir au bureau. Enfin, je parle vraiment des emplois tertiaires et de tout ce qui est travail de bureau, évidemment. Donc peut-être qu'il y aurait des choses à imaginer et à mettre en place pour inciter les entreprises à continuer à prôner le télétravail auprès des salariés qui peuvent le faire. Peut-être imaginer aussi des sortes de tiers-lieux où l'on puisse aller travailler pas très très loin de chez soi. Ça a l'avantage de moins consommer des espaces de bureau, etc. Ça a l'avantage aussi de moins générer des déplacements, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça a un avantage aussi au niveau de la qualité de vie, puisqu'on est souvent beaucoup moins stressé quand on travaille à la maison que quand on doit aller dans les bouchons, etc. etc. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à faire pour encourager les entreprises à continuer dans cette voie, pourquoi pas. Après, ma question, c'est entre la question et la réflexion. Parce que quand on dit qu'effectivement il y a des entreprises qui préfèrent construire, non, on parlait de la notion de campus, pour rassembler tout le monde, tous les salariés, c'est sûr que ce sont des choses qui peuvent attirer, mais je pense que dans tous les cas, quand on construit quelque chose, même si on déconstruit, il faudrait se poser la question du bilan global, c'est-à-dire que construire, c'est quand même amener des matériaux, c'est artificialiser des sols, c'est créer des nouveaux espaces, les faire sortir de terre. Et déconstruire, c'est défaire ce qui a été construit. Donc au final, on a construit, on déconstruit, on reconstruit. Et même si le bilan reste quitte à zéro, est-ce que ça a du sens de faire de cette manière-là sans se poser la question de comment on ne pourrait pas prendre l'existant et essayer de l'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut inventer, quitte
quitte à être peut-être moins ambitieux, quitte à être peut-être un peu plus sobre dans ses consommations, mais essayer de déjà faire avec ce qu'on a, occuper ce qu'on a, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont construites et qui pourraient servir. Voilà. Très bien. Merci. Longtemps. Et effectivement, ça fait plutôt une quinzaine d'années qu'au Scott, on a compris qu'il fallait réduire, et les gens de la UAT l'ont dit, ça fait longtemps qu'ils ont dit il faut réduire la consommation de sol. Alors, d'abord, tenir compte de certaines sols qui ont de la valeur, par exemple des sols qui ont une valeur pour le maraîchage, près de la Garonne, par exemple des zones alluvionnaires et autres. Donc tout ça, c'est pas si nouveau que ça. Ce qui est nouveau, c'est de le mettre presque en concurrence avec l'économie. Ça faisait un moment qu'on essaye de réduire sur l'espace de l'habitat. Donc sur l'habitat, effectivement, au Scott, on a commencé à mettre des réglementations, et ce qui est allé contre le modèle de la villa, qui était le modèle idéal, mais qui est considéré comme consommateur d'espace en quantité. Donc ça, c'est pas notre sujet ce soir. Mais il faut dire que de ce côté-là, il y a eu des efforts de fait, et on a baissé, je crois, de 20-30% sur 10 ans, l'espace perdu de ce côté-là, en termes de sol inutilement. Par contre, du côté de l'économie, c'est assez nouveau. Par exemple, vient de sortir à Toulouse Métropole Ambition 2026, le projet de l'économie pour ce qu'on va faire, quels sont les projets. On a parlé un peu d'Airbus, de tout ça. Il y a une ambition économique à Toulouse. Mais il n'y a aucun lien qui a été fait avec le ZAN. Aucun. Or, si on regarde ce qui se passe, et ça a été dit plusieurs fois, il y a plein de questions, en fait, personne n'a vraiment les réponses. Les réponses, elles se négocient actuellement dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on décrète cette ZAN, ça va faire quoi? Ça va faire de la rareté. Le terrain à construire va devenir rare. Va devenir rare et cher. Ça a été dit tout à l'heure aussi, tout le monde a conscience que, ça a été dit, ça vient d'être dit, que déconstruire, ça coûte cher. Donc c'est un coût supplémentaire avant de reconstruire. Donc effectivement, il va y avoir un problème de coût. Et ce problème de coût risque fort d'orienter de manière terrible l'économie toulousaine. Qu'est-ce qui est... Alors, on a un peu tout mélangé quand même, mais c'est vrai qu'entre une surface commerciale avec un énorme parking, des entrepôts qui servent pour de la logistique, ou des entrepôts industriels, ou des trucs comme ça, et de l'immobilier d'entreprise qui sert par exemple à abriter, dans un dernier débat, l'intelligence artificielle à Toulouse, on n'est pas forcément du tout dans les mêmes ordres. Donc il y aura des arbitrages de fait. Premier arbitrage qui va être fait, certainement, c'est ceux qui seront le plus de moyens, continueront effectivement à pouvoir avoir. Je ne suis pas inquiet pour l'intelligence artificielle et mettons le numérique ou les choses de pointe. Les systèmes embarqués à Toulouse, ils trouveront des locaux pour continuer à avoir d'activité. Par contre, le vrai enjeu qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement, est-ce que ça ne va pas peser négativement sur l'industrie classique sur laquelle Toulouse participe, parce qu'effectivement, on a une tradition industrielle maintenant qu'on a l'aviation, mais aussi sur des services intermédiaires, c'est-à-dire effectivement le petit entrepôt local, la petite PME, etc. C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas avoir d'effet, c'est là où il y a une réflexion à mener, sur des services que la métropole a besoin, en risquant de la renvoyer, je ne sais pas où, dans des territoires où effectivement c'est plutôt une sorte de décroissance, même en termes de population. Et c'est là où on se rend compte, et nous, au niveau du CODEF, etc., que du côté de la loi, on est plein d'interrogations. C'est pas pour rien que Guillaume a commencé par des questions, parce que quand on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire? Et ça, nous n'avons pas la réponse. La UAT a des idées, il a dit, il travaille dessus, mais ils n'ont pas les réponses totales non plus. Et quand on lit les articles qui sont faits par les urbanistes, les réactions des promoteurs, mais pas que, même des responsables des métropoles ou des intercommunalités surtout, parce que c'est eux qui ont pris ça, commencent à comprendre que ça va être extrêmement compliqué d'arbitrer. Alors, on a des atouts quand même. Le commerce, le grand commerce, par exemple Carrefour avec ses grands parkings, etc., c'est la décroissance. Ça va nous gagner du terrain, ça. C'est-à-dire que je crois qu'on va arrêter de leur donner, ça fait quelques années qu'on a commencé, on va arrêter de leur donner du terrain à construire. Par contre, du côté de l'industrie, on n'a pas du tout dit que Toulouse, qui est effectivement la première grande métropole hors Paris à créer des emplois industriels, abandonne cette trajectoire. Donc,
c'est ces arbitrages-là sur lesquels il va falloir travailler, sur lesquels je pense que le CODEV aura un rôle aussi de conseil, mais ça a été dit par beaucoup de personnes, comment il faut faire. Alors, quand il y a du coût, effectivement, la question de l'aide se posera, mais l'aide aussi, les impôts, etc. Donc, il y aura des arbitrages à faire, et moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est la... Alors que au niveau du SCOT, puisque j'ai participé beaucoup aux travaux du SCOT, j'ai l'impression d'avoir été débordé un petit peu par des gens qui étaient tout d'un coup devenus des intégristes. Parce que ce qu'on dit là, c'est très bien, c'est ce qu'on a défendu jusqu'à présent, nous, au CODEV, on a défendu cette position-là, mais on a eu l'impression qu'il y a une rigidité. Je vais donner un seul exemple, je vais m'arrêter. Vous avez une friche industrielle. Vous dites, c'est minable, ça ne vaut rien, on va réhabiliter, on va faire un jardin. Vous ne savez même par la sortie si ça va vous compter comme un espace naturel. Parce que pour l'instant, on ne sait pas si le jardin public, comme il est, avec beaucoup d'allées qui vont être avec du concassé un peu serré, etc., on ne sait même pas si on va le considérer comme de la renaturation ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur des sujets actuellement qui sont loin d'être tranchés. On a compris, je finis, que c'était du continu entre la forêt un peu naturelle, un peu sauvage, l'agriculture qui est déjà un peu artificialisée, les jardins, etc., jusqu'au bout, jusqu'au terrain qui est couvert de béton et de 35 mètres de béton. Par contre, la loi, une fois qu'elle a dit ça, elle abandonne ce continuum que tout le monde a dans la tête pour en faire, hop, ça compte pas. Et là, on sent bien qu'il y a beaucoup de travail à faire et sur lequel je crois qu'il faudra accompagner toute la puissance publique parce qu'on est parti un peu vite. Après, comme dans toutes les lois, il faut attendre des décrets pour voir ça et les arrêter. Ah, ils sont sortis deux. Ils sont tous sortis. Pas tous. Deux sur trois. Bon. Après, il faut voir comment ça sera interprété, etc. Oui, Donc, faut pas. Après, à un moment donné, enfin, moi, je rebondis parce que là, tu dis que c'est les positions du CODEV. Je ne sais pas si c'est les positions du CODEV. En tous les cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut changer notre façon de penser les choses. Parce que ça c'est d'abord ça. Et que ça va forcément, tout ce qui s'arrive maintenant, ça va interroger la façon dont on se développe. Donc, on ne peut pas imaginer se développer. Ensuite, quand on regarde Europolia, excuse-moi, mais là, on a l'exemple juste à côté. L'architecte, il nous dit, oui, la meilleure façon, c'est... Alors je dis, mais vous avez évalué le montant du carbone que vous allez mettre là-dedans. Il dit, oh, bah, c'est pas compliqué, la meilleure façon de ne pas mettre du carbone, c'est effectivement de conserver le bâti existant. Sauf que là, le problème, c'est que les tractopelles, ils sont déjà passés. Hein, donc, voilà. Bon, on continue. Qui continue? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à toutes les questions qui ont été posées. Il y a, de toute évidence, il y a, par rapport à ces questions de nouveaux modèles de développement, il y a des territoires de jeu, je dirais, un peu préférentiels à identifier par rapport à ce qu'on pouvait imaginer par le passé, et vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que ces grands centres commerciaux périphériques en particulier, mais pas que, sont aujourd'hui des sites de développement qu'il faut repenser avec certainement plus de mixité, mais repenser la mixité aussi de manière assez large, peut-être de nouvelles activités sur ces centres commerciaux-là, du logement, faire repenser des espaces publics, une qualité de vie dans ces centres commerciaux-là qui sont souvent aussi pas trop mal desservis. Donc il y a des poches comme ça, identifiées assez facilement sur des espaces de mutation, de renouvellement urbain à mettre en perspective. Vous avez posé des questions sur la renaturation, sur les projets de renaturation. Derrière ce terme-là et le ZAN, voilà, il y a les collectivités aussi, les élus ont pensé un projet pour les sols. Je reviens sur ce sujet-là, mais la séquence ERC, le ZAN, il ne faut absolument pas réduire un objectif de consommation foncière. Aujourd'hui, c'est ça, on est un peu dans ce problème-là de se focaliser sur... Même vous l'avez formulé en disant voilà le stock de ce qu'on peut construire, alors que c'est pas ça. Ou c'est perçu comme un objectif ou comme un droit à construire, alors que c'est absolument pas comme ça qu'il faut l'appréhender. Et que derrière ce fameux ZAN, c'est vraiment l'approche des sols et la qualité des sols qui est en jeu pour mieux séquestrer le carbone par rapport à ces enjeux de gaz à effet de serre. Donc il y a un projet, c'est compliqué ça aussi, hein, mais il y a des projets territoriaux à monter sur sa question de qualité des sols, et tout ce qui est agricole, naturel et forestier n'est pas forcément une bonne qualité de sol, donc voilà, il faut repenser et mettre en perspective aussi ces questions-là. Je
je fais un peu dans les ordres, mais il y avait une question sur la vacance, l'obsolescence, je crois, du parc d'immobilier d'entreprise. Alors, M. Carme pourra certainement y répondre, mais ce qu'on constate aujourd'hui dans la métropole de Toulouse, c'est que la vacance du parc immobilier tertiaire en particulier, il n'est pas très très important. Il est de l'ordre de 5% à peu près, voilà, et c'est structurel. Voilà, ça fait de nombreuses années qu'on constate que ce parc tertiaire est finalement... il y a peu de friches, peu de locaux vides dans ce parc-là. Par contre, la crise sanitaire, là c'est compliqué, cette crise sanitaire est venue rajouter un petit peu de désordre là où déjà il y avait de la complexité, mais cette crise sanitaire elle est venue interpeller un certain nombre de choses et effectivement l'occupation aujourd'hui des bureaux, il y a des éléments qui se passent, il y a des tendances qui se passent. Est-ce qu'elles sont conjoncturelles, est-ce qu'elles sont structurelles? Il y a un problème quand même sur cette question-là, c'est que le mardi et le jeudi, moi, j'ai besoin de bureau. Et puis le lundi, le mercredi et le vendredi, moi, si j'ai de la place dans mes bureaux. Enfin, c'est juste une petite remarque comme ça. Tu t'appliques à l'échelle d'entreprise. Non, je suis pas chef, je suis directeur d'une association. Hein, donc voilà, mais il y a 150 salariés, donc voilà, donc ça pose ces questions-là. Voilà. Donc, et aussi, il y a quand même sur Toulouse du bâti de bureaux anciens, de qualité, qu'il faut réhabiliter. Effectivement, c'est compliqué à faire parce que on se retrouve dans des copropriétés, puisque comme on l'a dit, les financiers ont vendu. Hein. Donc il faut savoir que les financiers, ils rachètent 3-4 fois. Parce que comme ça marche avec le taux l'effet de levier financier, c'est-à-dire les taux d'intérêt sont bas par rapport au rendement locatif, et donc on emprunte, et tant qu'on emprunte et qu'on a un gros emprunt, on a un fort effet de levier, donc la rentabilité diminue, donc à un moment donné, il faut vendre pour pouvoir réemprunter, etc. Donc c'est pour ça que ça tourne comme ça. Et après, effectivement, quand l'immobilier est complètement essoufflé. Et pour autant, on a quand même quelques bâtis de qualité, par exemple sur la Sépierre, là où on est, on a un bâti de qualité, et donc là, on a mis, mais c'est un combat... C'est un combat au jour le jour avec la copropriété pour pouvoir faire qu'il y a des travaux, parce qu'après il faut obtenir le droit de faire des travaux, etc. Voilà. C'est juste une parenthèse de mon expérience hein, de ça. Quoi. Mais il y a du potentiel quand même. Et puis il y a un gros problème aussi, c'est tout le problème d'accessibilité dans toutes les villes moyennes. Alors ça concerne moins la métropole, mais dans toutes les villes moyennes, aujourd'hui, quand on veut une surface commerciale en accessibilité, ben, tous les locaux ont été construits avec des marches, ils ont été construits à 20 ou 30 cm du sol. Hein. Probablement à l'époque, il n'y avait pas de bon écoulement d'eau, donc on construisait au-dessus pour ne pas être inondé quand il pleuvait beaucoup. Et donc on a tout un problème d'accessibilité dans ces villes moyennes. Et donc on a des prix de bureaux qui sont à Montauban qui sont plus élevés qu'à Toulouse, par exemple. Parce qu'à Montauban, il n'y a pas de surface de bureaux. Puis en plus, il y a quelques promoteurs qui spéculent, c'est-à-dire ils détiennent les locaux, ils sont 2-3, ils détiennent les surfaces et ils ne mettent pas en location. Enfin, je vous donne des choses. Donc sur ce sujet-là, il y a plein de choses à dire qui ne sont pas que sur le ZAN. Hein. Ça, sur les décrets d'application du ZAN, question que vous posiez, alors je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, de ces textes-là, mais les décrets ils cherchent surtout à décliner de manière un peu concrète et opérationnelle l'application du ZAN, et pas d'apporter d'autres éléments de précision sur la gestion bas carbone. Donc peut-être qu'on attendra d'autres décrets ou d'autres projets de loi qui iront avec cela. Et pour répondre à votre question sur la verticalité et quelque part le bilan carbone qu'on peut faire entre la verticalité ou la maison individuelle, c'est qu'il faut prendre en considération l'environnement urbain aussi dans cette réflexion-là. Et un immeuble sans qu'il soit forcément trop haut, mais bien desservi, c'est-à-dire avec les transports collectifs publics de qualité à proximité, pour desservir aussi des zones d'emploi, c'est un moyen de réduire l'empreinte carbone de ces bâtis. Donc voilà, il faut penser complexe, il faut intégrer toutes les dimensions dans ces raisonnements-là. Et voilà ce que je peux dire là-dessus. Je ne sais pas si tu as d'autres questions à laquelle je n'ai pas répondu. Et moi j'avais une question, un emploi au mètre, ça fait combien de mètres carrés aujourd'hui, quand vous avez fait la division des 80 000 emplois et les nombres parce qu'on ne pouvait pas le voir exactement dans la division. Ça dépend des types d'activités, types de produits évidemment, mais comme ça, en voilà. moyenne, sur les 10 dernières années, les 80 000 emplois, c'est combien de mètres carrés artificialisés de bureaux, là, enfin, ou de surface Ses collègues. Allez, le micro, donnez. Je travaille à l'agence d'urbanisme dans le service de Sylvain et je travaille avec lui sur ces questions-là. Sur les densités,
Sur le bureau, par rapport au mètre carré de surface plancher, on est aux alentours de 15 à 20 mètres carrés par emploi. Sachant que sur certains grands comptes notamment, ça peut diminuer, on peut être entre 10 et 15 parfois, ce qui est assez rare, mais voilà, on est à peu près sur ces éléments de repère. Et sur l'emploi industriel et le commerce? Alors, sur l'emploi industriel, c'est très très difficile de donner des ratios, puisque entre un hangar où on construit un Airbus et un hangar où on peut faire de la petite industrie ou du petit artisanat, on peut aller du simple au triple, au quadruple, voilà. Et ça, par rapport au débat qu'il y a eu, ça pose la question aussi de peut-être quelque chose qui est des deux éléments qui n'ont pas été évoqués. C'est parce que dans notre rôle, nous, en agence d'urbanisme, on essaye aussi de remettre un peu à plat les choses et de dédramatiser aussi parfois certains éléments. C'est la question de la densification sans construire de bâtiment. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, elle peut accueillir plus d'emplois au sein de l'entreprise sans forcément avoir de besoins immobiliers supplémentaires. Je pense qu'on a tous connu dans nos situations professionnelles, on était un bureau, on était 3, et bien demain, dans le bureau, on est 4. Du coup, il y a des emplois supplémentaires, l'entreprise elle croît en termes de nombre d'emplois sans forcément qu'il y ait de création, enfin de besoin de construction supplémentaire. Et quand on parlait tout à l'heure des 8000 emplois supplémentaires que la métropole a accueillis par an depuis une trentaine d'années, eh ben, il y a une part non négligeable sur ces emplois qui sont accueillis simplement en densification des bureaux. Et voilà, et typiquement dans une industrie, on peut assez aisément, ou dans un commerce, assez aisément créer de l'emploi supplémentaire, avoir de l'emploi supplémentaire sans forcément construire de bâtiments supplémentaires. Et puis après, ça pose la question aussi dans l'emploi, il y a aussi toute l'économie entre guillemets résidentielle. On accueille des habitants sur le territoire de la métropole, ça veut dire qu'on a besoin de bouchers, ça veut dire qu'on a besoin de boulangers, ça veut dire qu'on a besoin de médecins, ça veut dire qu'on a besoin de comptables, ça veut dire qu'on a besoin de tout un tas de métiers qui s'insèrent au sein des tissus mixtes et qui ne se génèrent pas forcément de l'immobilier d'entreprise. Donc ça veut dire que sur les 8000 emplois que demain il faudra peut-être accueillir, en réalité, ce n'est pas 8000 emplois qui généreront de l'immobilier d'entreprise. Donc c'est aussi une des réponses à la question. Donc j'avais le micro. Oui, Guillaume, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Monsieur, qui n'est pas intervenu d'abord. Je donne la parole à ceux qui ne sont pas intervenus. Merci. Oui, j'ai le sentiment qu'on veut faire en sorte que, malgré les contraintes nouvelles, tout continue comme avant. C'est-à-dire qu'un peu comme dans Le Guépard, qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Est-ce qu'il faut que Toulouse, alors je sais bien que c'est un paradoxe dans le conseil de développement de l'agglomération toulousaine, de dire qu'il ne faut pas que Toulouse se développe, mais est-ce que c'est la priorité? Est-ce que la transition écologique et la planification écologique ne va pas exiger un effort aussi considérable que celui qu'a été au début de la Ve République l'effort de développement de ce qu'on appelait à l'époque les métropoles d'équilibre. Il y a quand même en France des zones, des friches industrielles, c'est pas nous qui en avons le plus. Je pense que c'est dans l'Est et le Nord-Est qu'on en trouvera beaucoup plus qu'ici. Mais est-ce qu'il faut, et peut-être même aussi dans les villes moyennes de la Midi-Pyrénées, je ne sais pas, mais est-ce qu'il faut envisager la transition écologique sans modifier le modèle de développement urbain fondé sur les métropoles? Voilà une question que je me pose, voilà. Et je me dis, il nous faudrait peut-être des ministres aussi audacieux et des hauts fonctionnaires, je pense à la mission Racine ou à des tas de trucs, enfin, qui ont réussi dans les années 60 à, en partie au moins, à faire en sorte qu'il n'y ait plus ce que, je crois que c'est Rocard qui disait, le Paris est le désert français. Enfin, il y avait le colloque de Grenoble à l'époque sur ce thème-là. Voilà. Je déporte un peu j'ai conscience, mais je pense qu'il faut poser aussi ce problème-là. Alors, Pierre, tu veux c'est pas pour la synthèse. À la conférence de Xavier Desjardins,
qui nous avait expliqué la logique que l'État, qui avait organisé la loi sur le ZAN, justement l'État avait fait le choix de ne pas réorienter le développement au niveau français, qu'il avait délégué aux régions éventuellement la possibilité de réorganiser le développement alors économique, mais aussi du logement, de réorganiser le développement à l'échelle des régions, et elles-mêmes, étant politiquement des acteurs assez faibles, ont décidé de déléguer ça aux métropoles, aux intercommunalités, et que donc, en ayant, avec cet effet de cascade, on se privait de la possibilité d'avoir des rééquilibrages en disant le développement doit aller vers les friches de l'Est de la France ou des régions qui ont connu peu de développement, celles qui ont connu beaucoup de développement elles seront plus contraintes. A priori, dans la logique de l'organisation de la loi, l'État a déjà fait le choix de ne pas procéder à ce rééquilibrage et de laisser donc la responsabilité à ce que l'artificialisation soit réglée au niveau des intercommunalités, c'est-à-dire des territoires assez restreints. À la limite, la seule possibilité qu'il pourrait y avoir, ce serait dans le cadre de pactes territoriaux, donc de contrats entre intercommunalités, de dire Toulouse achète à Tarbes du mètre carré, voilà. On pourrait imaginer des dispositifs d'expérimentation comme ça où les intercos négocieraient de pair à pair sur les droits à urbaniser, mais il n'y a pas de socle global de redistribution de la croissance au niveau régional ou national. Madame ? Alors là, on retombe dans la notion de compensation qui n'est pas forcément très souhaitable par rapport à l'objectif de la loi, qui est effectivement de maintenir partout, sur l'ensemble du territoire, des espaces vivables, parce qu'il y aura de l'espace naturel autour. Donc ça, c'est une question. Mais il me semble quand même qu'au niveau régional, même si l'État a conféré aux régions la charge de régler ça à leur niveau, au sein de la région Occitanie, qui a quand même comme compétence le développement économique, on peut imaginer qu'on se dise que certaines implantations puissent se faire, je sais pas, du côté de Foix-Pamiers, plutôt qu'à Toulouse. On n'est pas si loin non plus. Oui, je voudrais simplement être peut-être optimiste parce que le Stradet, il va être révisé pour être conforme à la loi climat et résilience. Donc peut-être qu'on aura une surprise et qu'il y aura des décisions qui seront prises pour justement rééquilibrer ou faire des choix. Mais ce qui me semble important, c'est que, comme le disait monsieur tout à l'heure, l'enjeu est tellement fort qu'il me semble un peu présomptueux de ne pas vouloir changer nos méthodes pour arriver à un résultat qui satisferait tout le monde. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais envie d'abord de décorréler l'accueil d'une activité, et donc décorréler l'économie au modèle qu'on le connaît tous, c'est-à-dire consommer de l'espace. Je crois qu'il est possible d'avoir toujours de l'économie, d'avoir toujours une richesse qui augmente sans consommer l'espace. C'est peut-être un peu pieux de ma part, mais je crois qu'on aurait tout intérêt à réfléchir aux nouvelles méthodes. Bon, l'agence d'urbanisme qui contribue, par exemple, ça a été, c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà, mais des observatoires de la ressource, par exemple, ou des observatoires des cédants pour mieux céder dans le cadre de l'activité. Et on voit bien, c'est une souplesse et une agilité du transfert de propriété qu'il faut absolument réfléchir. Donc c'est peut-être trouver de nouveaux textes, soit législatifs, soit fiscaux, qui contribuent à cette souplesse et mouvement de surface bâtie, qui permettent d'accueillir de la richesse et de l'économie, et qu'en rien on puisse penser qu'on va retourner dans des périodes, je sais pas quoi, pessimistes, je sais pas quoi. Donc, parce que l'enjeu, il est quand même très très important. Quand vous parlez de coûts, si demain on intègre le coût des assurances résultant
des tempêtes, je sais pas quoi, des trucs, dans le coût des bâtiments, vous allez voir que ça va changer un petit peu la donne. Donc on voit bien que l'intégration de toutes les conséquences de son fonctionnement qui ne change pas va avoir un impact très très fort sur l'économie. Et donc du coup, à partir du moment où c'est intégré, eh bien, les méthodes vont peut-être changer un petit peu. Et là, d'un seul coup, le foncier ne sera plus un problème, mais sera une solution. Le foncier existant. Tout dans la logique qui vient d'être dite. Elle est dans une logique libérale d'organiser la rareté et de laisser les meilleurs avoir le bon terrain. C'est le contraire de ce qui vient d'être dit. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Pierre Lefebvre. La loi, effectivement, mais pourquoi? Enfin, je suis d'accord sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en réalité, la région qui devrait distribuer, organiser, par exemple, sur les différentes intercommunalités, notamment sur les métropoles, pour régulariser tout ça, pour avoir des transports, on sent bien qu'ils ne le feront pas. Bon. Et la compensation se fera localement, elle se fera sur quel mode? Sur le mode libéral, c'est-à-dire en gros, la loi sera faite. Moi, j'ai posé la question au SCOT, par exemple, sur l'aspect des propriétaires, on pourrait dire, par exemple, on interdit carrément de construire sur un terrain à plus de 300 mètres carrés. À 300 mètres carrés sur un terrain, on peut effectivement se loger. Ah là non. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire monter les prix pour que simplement que quelques riches puissent construire encore et se faire une belle piscine et avoir un beau jardin, et que les prolos puissent, tellement ça sera cher, avoir des petites villas de 200 mètres carrés sur un petit terrain. Donc, et toute la loi, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, et pour les entreprises, ça sera pareil. Ce que je lui ai expliqué tout à l'heure, c'est que les entreprises les plus performantes, celles qui feront le plus de bénéfices, etc., auront toujours accès au sol pour construire. Mais par contre, des entreprises moins performantes, des petites PME locales qui rendent des services et qui participent à la qualité de vie locale, elles seront en difficulté. Donc, cette loi, quand on l'analyse de près et qu'on regarde les décrets d'application, sont des lois qui effectivement embêtent tous les élus, parce que soit elle va créer du conflit entre eux et des arbitrages difficiles à faire, mais qui finalement, et c'est ce que j'ai commencé à comprendre localement, ça se tranchera, on laissera faire le marché, comme dans beaucoup de domaines, on laisse faire la concurrence et le marché, et c'est là où il y a un problème, parce que je pense que sur cette question-là, il y a toujours un équilibre à trouver entre le marché qui existe et qui est normal et qui a sa place, et je dirais les quotas, les règlements, etc. Sauf que la loi est partie, effectivement, plutôt sur le marché, plutôt que sur cet équilibre qui me paraissait raisonnable entre la loi et le marché. On verra, hein. Mais à un moment donné, on est l'exemple typique, l'aire urbaine de Toulouse, où le préfet de région n'a pas pris ses responsabilités en temps voulu. Donc où on a un étalement urbain immense. Alors c'est vrai que si on regarde le prix de l'immobilier, il est moins cher qu'à Bordeaux, hein, ça c'est clair, mais le problème c'est qu'on a une chose, voilà. Parce que quand on parle aussi extension de l'urbain, il y a toutes les infrastructures qui vont avec, hein. C'est-à-dire les routes, les chemins, etc., etc. Je repasse la parole alors Guillaume, parce que ça fait un moment qu'il veut parler, et puis madame, je ne sais pas derrière. Pardon, madame. Il y a quand même des outils qui sont proposés dans... Des outils. Alors, moi je pense qu'il faut se rappeler que l'objectif moins 50% de consommation d'Enaf, ça c'est l'approche calculette. Il faut remplir cette case dans certains documents. Mais c'est d'ailleurs une case compliquée à remplir parce que les territoires qui ont été vertueux, c'est eux qui sont sanctionnés. Ceux qui artificialisaient peuvent continuer à le faire. Donc la question de la territorialisation de cet objectif, elle est cruciale. Comment ça va se décliner du SRADET vers les SCOT, vers les PLU, on n'a pas encore trop la visibilité, d'autant plus qu'on perd dans la course l'échelle interscot. On perd l'échelle interscot. Maintenant, ça passe par la conférence des SCOT à l'échelle régionale. Ce qui était une échelle qui avait été travaillée pour l'agglomération toulousaine, qui était assez intéressante, parce que justement, dans la répartition d'un développement multipolaire, disons à 30-40 km, cette échelle était ultra pertinente, notamment en s'appuyant sur le ferré pour les mobilités, entre autres. Et donc, je voudrais rappeler que la consommation d'Enaf, voilà, il y a une case à remplir qui n'est déjà pas simple, mais c'est surtout les finalités qu'il y a derrière qui comptent.
C'est le changement de mentalité où il y a des outils. Alors, je ne suis pas aussi pessimiste que toi, parce que moi, je n'ai pas envie de partir pessimiste, que ces collectivités ont ces outils à disposition, les préfets ont ces outils à disposition, parce que quand on regarde l'application vraiment des textes, même si des fois c'est compliqué, parce que la nomenclature, elle a plutôt foutu le bordel qu'autre chose, hein, quand ils ont mis des arbres pour savoir si c'est un jardin, il faut voir si... Alors, est-ce qu'il y a assez d'arbres ou pas assez d'arbres pour que tout d'un coup ça soit naturel? Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais globalement, les outils qui sont donnés, c'est des outils par rapport aux finalités du genre. C'est pas la construction des naves, ça c'est la case réglementaire pour le document de planification. C'est des outils par rapport aux finalités. Ça fait référence aux fonctionnalités des sols, ça fait référence ça peut être la biodiversité, ça peut être le cycle de l'eau, ça peut être autre chose. Donc il y a des outils qui sont plus puissants. Alors est-ce qu'ils seront bien, est-ce qu'ils seront utilisés? Et notamment, alors je voudrais revenir sur quand même l'histoire du compensé. On sait qu'on a quand même un retard sur les continuités écologiques et que certaines ont été grignotées, donc c'est une occasion de les reconsolider, de les améliorer, disons. Ça, c'est une réflexion. Je pense qu'on ne peut pas parler de densification si parallèlement on ne prévoit pas de préserver en priorité, de faire un inventaire de la qualité des sols, qu'il ne soit pas juste la chambre d'agriculture, hein, le rendement économique d'un terrain. On sait que les sols compactés sans haie, c'est plus une catastrophe que des fois des sols... Bon voilà, c'est plus complexe que ça. Donc là, il y a vraiment une réflexion déjà pour voir en priorité les territoires où orienter la compensation et comment... voilà, aller plus loin dans la protection. Et parallèlement, la densification, il faut faire attention, parce que la verticalité, d'abord, il y a les questions de mobilité. Il faut quand même que ce soit accessible aussi, les questions de déplacement, transport en commun notamment. Et la verticalité, s'il y a un projet à Toulouse qui a fait à peu près l'unanimité contre, à peu près, hein, quasiment, c'est bien la Occitanie. Que ce soit d'un point de vue d'insertion urbaine, comme d'un point de vue aussi environnemental. Hein. C'est une double paroi en verre, enfin, c'est une calamité au niveau écologique et chauffage. Bon, c'est une calamité, on ne peut pas faire pire. Donc du coup, la densité, elle se travaille de manière beaucoup plus fine. Il y a des potentiels, par exemple, de surélévation d'un étage, ça ne change pas non plus la typologie du bâti. On n'est pas nécessairement dans une verticalité. La verticalité, elle se pose moins sur le diffus, à mon avis, ou sur le diffus, on peut avoir éventuellement des facilités de surélévation, qui est 70% de la construction quand même en diffus. 70%, c'est... Essayez de faire les interventions courtes. Et les aménageurs, c'est là où ça se pose de la question de verticalité, sur les aménageurs. C'est plus sur les opérations d'aménagement, les grosses opérations. Ça a été cité qu'un des gros fournisseurs, c'est les aménageurs publics, en l'occurrence. Et quand on regarde ce qu'ont dit les aménageurs, ils sont prêts quand même à s'engager pour faire aussi des opérations d'aménagement. Il y a beaucoup plus de nature dans les opérations, qui est une demande aussi. Donc, du coup, je pense que voilà, la réflexion, elle n'est pas noire ou blanc, que ce soit dans la question de la verticalité, que ce soit dans la question de que fera le politique ou que ce sera que le marché. Je pense qu'il y a aussi des leviers qui ont été évoqués sur tout ce qui est l'immobilier d'entreprise. On voit qu'il y a énormément de travail à faire, ça se passe autrement. Sans même parler du ZAN. Guillaume, voilà. Vous laissez la parole à d'autres personnes. Madame? Pollution, des prévisions qui sont actuellement en cours de débat dans le cadre de la concertation du SCOT, et en particulier au niveau des pixels. Je me demandais quel était l'impact envisagé de l'évolution de ces pixels. Est-ce que vous avez une visibilité? Comment les élus qui discutent de ces questions-là ont pris ce sujet en main? Comment ça se passe concrètement, le dialogue sur ces questions? Ah, c'est une question, ça va. Mais c'est une question. Attendez, encore avant de passer aux questions, si dans le débat, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir dans le débat. Pierre, ah, monsieur. Oui, merci. Oui, c'est
peu, enfin un double problème pour moi, c'est le problème de l'échelle des sites dont on parle, donc à la petite échelle et puis à la grande échelle, c'est surtout de celle-là dont je voudrais parler. Et globalement, il me semble que sur la métropole tout entière, il faudrait déjà avoir une analyse réelle de l'occupation et de voir, pour les terrains à vocation économique, s'ils sont concentrés, disons, dans des grands espaces, ou bien si au contraire ils sont dispersés partout, évidemment. Et donc, il me semble que à partir de là, il faut réfléchir après cette analyse un peu précise. Ça peut porter aussi sur les sols, l'analyse des sols, effectivement, comme on l'a dit. C'est après comment on fait pour transformer en fait ces grandes friches ou ces grands terrains qui sont complètement désuets, comme il y a des vieilles zones d'activité qui tombent quasiment en ruine. Et puis bon, il y a les grands centres commerciaux, on en a parlé, c'est peut-être un peu plus simple. Donc c'est comment on bâtit des projets de transformation en quelque sorte. Et des transformations, je pense, urbaines, puisque on ne va pas simplement transformer des anciens terrains logistiques ou commerciaux à vocation strictement économique, mais il faut aussi rajouter de l'urbain parce que la ville continue à se développer. Donc c'est cette fonction un peu aménagement à grande échelle qui, est-ce que les collectivités ont conscience d'avoir un rôle dans cette transformation, en fin de compte, de sites d'une certaine importance pour en faire, je dirais, des nouveaux modèles urbains, mais qui correspondent à cette loi ZAN. D'accord. Très bien. Vas-y. Je serais... C'est moi ? Ouais. Excusez-moi. Pour compléter ce qui vient d'être dit et quand même être un peu moins pessimiste que François, je reposerai la question quand même des travaux sur lesquels on travaille actuellement dans le CODEV, où on a bien, en application des objectifs économiques de la métropole, on travaille sur les ambitions de la métropole, sur lequel ils ont proposé 43 actions, et pour lesquelles ils nous ont demandé notre avis et les modifications. Alors, seront-elles écoutées ou pas? Ça, c'est la vraie question. Mais il y a quand même, il nous est posé la question de ce que la métropole peut faire à l'échelon de la métropole. Alors on peut dire c'est trop petit, c'est trop grand, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même suffisamment grand pour être significatif pour combien on est d'habitants dans la métropole. Quand même, il me semble 1 ou 2 ou 3 millions, je ne sais plus. La métropole, c'est parce que 800 000. 800 000. Dites, bon, c'est quand même, et elle est regardée par tout le monde, où tout le monde est très conscient, on devient conscient, la population devient consciente, alors qu'elle était complètement ignare il n'y a pas très longtemps, il y a même que quelques mois, sur justement les effets de la transition écologique et la nécessité de la transition écologique. Donc moi je crois qu'on est en train de travailler justement sur la transition bas carbone et l'emploi. Je crois que c'est le travail sur lequel on doit réfléchir. Et donc je pense que si on ne sera peut-être pas écouté politiquement par tout le monde, mais je pense qu'on fera quand même travailler un peu la mentalité des élus, excusez-moi d'y croire un peu, et puis si on trouve que c'est pas suffisant, ben, on écrira dans les journaux pour faire de la pédagogie là-dessus. Donc moi je pense qu'il y a une certaine efficacité quand même possible, dans le bon sens, parce que dans les objectifs, c'est la première fois que je voyais moi à Toulouse des objectifs clairs et des actions sur lesquelles on a pu dire, par exemple, vous avez mis en dernière ambition l'emploi, alors que vous, par ailleurs, vous dites que c'est prioritaire. Il ne faut peut-être pas le mettre tout à fait à la fin, mais le mettre plutôt au début. Bien. Peut-être, monsieur le promoteur, vous avez peut-être des choses à dire, peut-être. Moi, je l'assume. Non, il y a, bon, moi, je partage cette idée que le foncier va devenir de plus en plus rare. C'est inéluctable. Il est déjà dans les faits.
c'est un combat quasi quotidien. Je ne vous parle pas de l'expérience qui est la mienne, mais de toute la profession. Donc, je suis un peu, si c'est pas atterré, en tous les cas, je crois que l'économie a toute sa place à Toulouse pour ces prochaines années. Et il n'y a pas plus bel exemple aujourd'hui dans l'expérience qui est la nôtre de la verticalité. Et je pense que cette verticalité peut être une solution. Je ne dis pas que c'est la seule. Mais quand j'entends les propos de Guillaume, je ne sais pas votre nom, mais qui bien évidemment a toute légitimité, je me dis qu'on n'est pas encore complètement prêt à recevoir cette verticalité. Comment ? Je l'entends, madame, c'est votre droit. Mais comprenez bien aussi que... Soyons horizontal. Comprenez bien que ce n'est pas le promoteur qui s'exprime, mais cette fois-ci le citoyen. Et fort de ce constat, on cherche donc à faire en sorte que les sols soient les moins perturbés, les moins... Et lorsque vous faites un immeuble dit vertical, la règle s'applique à elle-même et les chiffres méritent d'être têtus. Alors, pas n'importe où, pas n'importe comment, et pas dans n'importe quel geste architectural. J'admets bien volontiers que l'écriture de la tour Occitanie, qui a peu de probabilité de sortir malgré tous les messages qu'elle a pu faire état, et reste quand même en soi une des réponses. On est peu consommateur d'espace, on a une densité au rapport au sol qui est celle de la verticalité, donc je pense qu'il y a aussi une problématique d'acceptabilité, mais en tous les cas, ce qui est sûr, en tout cas, d'être dans la chaîne de production, parce que moi je suis dans le... Oui, mais si vous la ramenez au nombre... Guillaume, on s'écoute. Si vous la ramenez entre l'emprise au sol du foncier, de ce qu'elle aurait pu être sur ce qu'on appelle le connument, l'étalement urbain, elle est peu impactante. En fait, c'est mon avis. Après, elle a un geste architectural, je pense que c'est pas le débat de ce soir. Mais il est certain que cette verticalité a montré en tous les cas son efficience sur d'autres territoires autres que nationaux en termes d'imperméabilisation. Le débat là-dessus, pour moi, le constat est assez simple. L'étalement urbain, qui est quand même ce qui fait Toulouse aujourd'hui par des problématiques, ou en tous les cas, pour ce qui n'en est pas, de contraintes, on va dire, géographiques. La ville de Toulouse s'est construite sans aucune contrainte. On n'a pas les Pyrénées, il y a juste la Garonne qui nous sépare. Après, on est sur des terrains qu'on va considérer plats. Ce qui a fait ce constat, et qui est quand même désastreux, c'est le terme qu'il faut entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, la verticalité auprès des élus n'est pas encore complètement acquise non plus, parce qu'il y a une problématique politique derrière qu'ils ont du mal à assumer, mais ça reste une partie de la réponse. Et je regrette, en tant que citoyen, entendez bien, qu'on n'ait pas encore trouvé une réponse qui puisse s'assumer de ce qu'on appelle communément la verticalité sur la région toulousaine. Parce que Bordeaux aujourd'hui a commencé à accepter, entendez-le. Beaucoup. Non, attendez. En passant le micro, on essaie de... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Madame ? Madame qui est dans le fauteuil. Au Café Débat du CODEV, et juste un petit point, je trouve dommage que vous n'indiquiez pas les conditions d'accessibilité des locaux, puisque j'ai dû perdre énormément de temps à trouver quelqu'un qui amène une rampe pour que je puisse parvenir jusqu'ici. C'est un petit point de détail. Peut-être me présenter, je m'appelle Odile Morin et je suis avant tout une activiste dans le champ du handicap, mais je suis aussi élue municipale et métropolitaine dans l'opposition. Donc je précise tout de suite que je n'ai pas les leviers décisionnels. Par contre, effectivement, je m'intéresse à ces questions-là, aux questions d'urbanisme. Et quand j'ai lu la présentation de ce café, j'ai été un petit peu choqué par la dernière phrase qui disait « Comment peut-on continuer de promouvoir le dynamisme économique de l'agglomération toulousaine sans sacrifier de nouvelles terres agricoles et espaces naturels ?» Et il me semble, je m'excuse de ne pas avoir été présente et peut-être que la question a été posée avant, mais il me semble que le débat, il faut peut-être le poser autrement. Est-ce qu'il est utile que Toulouse continue à être dans le dynamisme économique? Et quand je dis ça, je pose la question des villes à 50 et à 100 km, parce qu'il me semble qu'on ne pourra pas continuer à promettre une attractivité, un développement économique, de nouveaux arrivants, si on veut effectivement que les gens puissent respirer en ville, qu'ils puissent y vivre. Et il m'aurait semblé beaucoup plus intéressant et important de s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire en tant que métropole
pour travailler avec les territoires hors de la métropole, à 50 et 100 km, pour permettre le développement de ces territoires et pour permettre qu'effectivement, au-delà de la densification qui va être nécessaire, ça je le concède, mais après on peut se demander quelle sorte de densification, parce que on peut faire des bâtiments avec des nombres d'étages équivalents et produire des choses très différentes, me semble-t-il. Donc, est-ce que un des axes de réflexion, c'est pas aussi qu'est-ce qu'on développe comme moyen, comme coopération avec les territoires qui tournent à 50-100 km, qu'est-ce qu'on développe comme transport, qu'est-ce qu'on développe comme moyen d'effectivement d'y mettre de l'activité économique, qu'elle ne soit pas concentrée toujours dans la métropole, parce que ça crée des effets pervers. Merci. D'autres personnes avaient soulevé une partie de vos réflexions. Et sinon, sur les thématiques, la façon dont on présente les débats, c'est justement pour faire un peu de polémique et d'échange, et voilà, que les points de vue puissent s'échanger. Voilà, c'est comme ça qu'on les présente, ça ne préjuge pas du point de vue que peut avoir le CODEL d'ailleurs sur ce sujet. Est-ce que Pierre, tu te livres pas un exercice On a beaucoup parlé de responsabilité ce soir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant de... on a parlé de la responsabilité des acteurs de la promotion, la responsabilité des exploitants qui ont tiré des profits, notamment des friches. On a parlé des propriétaires et du fait que le foncier d'entreprise soit un produit financier. On a parlé beaucoup aussi de la responsabilité de la collectivité. Est-ce qu'elle doit interdire pour rationner avec le risque de freiner la croissance et le dynamisme économique de l'agglomération? Est-ce qu'elle doit inciter et donc financer? Est-ce qu'elle doit orienter? On a dit également que Opidea, par exemple, était un des principaux pourvoyeurs aménageurs de foncier économique. On a en revanche très peu parlé de la responsabilité des citoyens, de la société civile. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de compétences ou de pouvoir en la matière, ou est-ce que c'est parce qu'on aime bien regarder les autres? Je ne sais pas. On a évoqué quelques solutions. On a parlé un petit peu du télétravail qui semble qui présenter énormément d'avantages en termes de diminution des déplacements et de la consommation foncière. Même s'il y a des incertitudes sur est-ce que c'est une dynamique temporaire due à la crise ou est-ce que ça va s'installer dans le temps. On a parlé de la verticalité comme solution. Alors on a vu que sur la verticalité c'est une solution mais qu'elle ne fait pas consensus. On a parlé de gisements qui existent dans l'agglomération toulousaine. Les friches, qui sont un gisement assez problématique visiblement puisque leur statut est un peu bâtard, leur réhabilitation est coûteuse. Et l'autre gisement dont on a parlé, mais peut-être beaucoup moins, c'est celui des zones commerciales. À la fois les bâtiments et tous les parkings attenants. Dans la présentation, on a vu que, évidemment, ce n'est pas la majorité du foncier d'entreprise, mais il y a quand même 1,7 million de mètres carrés, c'est ça? Et que dans un domaine, François en a parlé, qui est en décroissance, puisqu'on est un peu en surcapacité à Toulouse en termes notamment de grandes surfaces, et que le nombre de consommateurs qui va vers ce type de surface est en train de décliner avec Internet, avec la proximité. Voilà, c'est un gisement qui me semble assez important, mais dont on a très peu parlé ce soir. Et d'ailleurs, je me permets une toute petite parenthèse, parce que je connais, dans notre vie, je connais bien le contexte américain. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de réglementation comme en France pour limiter les surfaces commerciales. Il y a eu une guerre qui s'est faite localement et qui a généré une surproduction énorme de centres commerciaux aux États-Unis, et donc avec des centres commerciaux qui sont surnuméraires et qui meurent. Et donc alors même si le contexte réglementaire n'est pas du tout le même, il y a quand même énormément d'expérience, puisqu'ils ont 10, 20, 30 ans d'avance sur nous, sur qu'est-ce qu'on fait d'un centre commercial en friche, et on y construit des hôpitaux, on y construit des écoles, on y construit plein de choses. Voilà, peut-être des exemples dont il faudrait s'inspirer. Et puis, en revanche, il y a quelques angles morts qui avaient été évoqués dans le texte d'introduction et qu'on n'a pas trop évoqué ce soir. On a beaucoup vu le ZAN comme une contrainte, mais est-ce que c'est pas une opportunité aussi? Dans le texte, on parlait de destruction créative ou d'incitation à réfléchir différemment.
Il y a eu des interventions sur le fait qu'il fallait découpler la croissance économique et la consommation foncière, ou qu'il fallait essayer de diriger la croissance économique vers d'autres territoires. En revanche, on n'a pas trop parlé de changement de business model, des façons de faire qui sont très consommatrices. La logistique, on a vu que ça a une emprise énorme. Les zones commerciales, on en a déjà parlé, mais je sais pas, on a très peu parlé de ça, de front office, back office. On a aussi peu vu le fait que le cas toulousain, Toulouse est mise en concurrence avec d'autres métropoles, qui sont toutes logées à la même enseigne du point de vue du ZAN, enfin en tout cas en France. Et est-ce que le fait qu'on ait énormément de friches, de zones commerciales, un foncier d'entreprise qui a été très peu optimisé du fait de l'abondance des années 80, 90 et 2000, est-ce qu'en fait Toulouse n'a pas un avantage compétitif là, énorme, c'est-à-dire une opportunité d'utiliser un peu mieux ce foncier-là et donc d'être beaucoup plus attractive que d'autres métropoles qui ont déjà optimisé à fond. Je pense notamment à Grenoble qui s'est développé dans une cuvette. À Grenoble, on est déjà monté depuis longtemps, il n'y a pas de possibilité de densifier beaucoup plus. Voilà, donc deux angles morts. Je ne sais pas si on a le temps de les évoquer pendant 10 minutes ou si ça suscite des réactions de la salle. De très positif. Est-ce que, pour moi, je dirais plutôt, est-ce que c'est une fatalité? Voilà. Et effectivement, on a des exemples effectivement de développement du spatial ailleurs qu'à Toulouse, avec la TQR dans le Gers, avec tout ce qui se fait à Figeac, et toute la vallée, je ne sais pas comment elle s'appelle, Mécanique Vallée, dans tous ces coins-là. Donc, effectivement, le rééquilibrage territorial, il est dans... Je dirais dans tous les documents, dans toutes les politiques, voilà, il est inscrit un peu partout. Ces pôles d'équilibre territoriaux, on les retrouve un peu dans toutes les politiques, mais dans la réalité, on reste dans une approche très métropolitaine, en mettant en avant cette attractivité de Toulouse comme un gros point fort. Mais voilà, pour moi, est-ce que c'est une fatalité? Donc je rejoins tout à fait le point de vue de Madame Morin sur ce sujet-là. Et alors, moi, je pense aussi que les contraintes sont source de créativité et que peut-être Toulouse a, du fait de d'avoir pas de rareté foncière et pas de complexité géographique, je dirais, s'est posé la question, se trouve plus confronté maintenant à la question de quel développement urbain que certaines autres métropoles qui ont dû y penser avant. À 8h, on arrête. 8h00, et après on peut continuer en dégustant les nombreuses bouteilles qu'on n'a pas ouvertes. Je voudrais quand même répondre aux remarques d'Odile Morin, là, au CODEF, on est assez sensible à ça, et souvent on défend ce débat, donc on ne peut pas mener tous les débats en même temps, mais c'est évident qu'au CODEF, très souvent, on a expliqué qu'effectivement, la question n'est pas de faire de Toulouse une super métropole qui deviendrait beaucoup plus grande que Lyon, ce qu'on est en train de faire actuellement, de concurrencer. C'est pas ça. Donc, on est d'accord sur ça. N'empêche que démocratiquement, la plupart des Toulousains ont envie que Toulouse reste effectivement une ville dynamique. Ils veulent bien que le spatial, ça soit la capitale européenne, Toulouse. Ils veulent bien que Airbus continue à survivre. C'est pas gagné d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, on est aussi obligé de faire avec le désir réel des habitants. C'est-à-dire que les habitants veulent quand même garder un emploi et des emplois bien payés, etc. Donc, moi, je n'irai pas jusqu'à... Ils veulent aussi bien vivre. Oui, ils veulent bien vivre. Qualité de vie et dynamisme économique doivent être régulés ensemble. On est d'accord. Tout comme la verticalité, ça coûte cher, ça a d'autres défauts en termes CO2, etc. Il en faut peut-être un peu, parce que toutes ces questions, quand on les regarde de près, on se rend compte qu'il y a toujours des avantages d'un côté, des inconvénients de l'autre, etc. C'est-à-dire que la verticalité, je suis d'accord, économise du sol, mais elle a d'autres inconvénients. Donc, effectivement, ça coûte d'abord 2 fois plus cher, ça coûte très cher. La moyenne verticalité, ce qui est à Toulouse est quand même
ce qui pour nous est déjà de la verticalité quand on compare, c'est qu'on est plutôt bas nous à Toulouse, ça coûte quand même beaucoup plus cher, et quand on regarde Tour Occitanie, ça coûte bien plus cher au mètre carré, on le sait, et ça a d'autres inconvénients. Et souvent on se rend compte que même la densification est beaucoup plus compliquée que ça. Donc nous, ce qu'on essaye de montrer au CODEP, parce qu'on essaye quand même d'être assez consensuel et de ne pas avoir un parti pris, je dirais, idéologique, c'est quand même de rappeler aux gens qu'il faut trouver les bons équilibres. Moi, ce que je disais tout à l'heure, et quand Guillaume me disait, mais oui, il y a effectivement des outils. Nous, notre rôle au CODEP, c'est de leur dire, utilisez-les. Je donne des exemples, mettons, sur les zones agricoles protégées, ou les PAEN, etc., qui préservent des espaces. Nous, on a toujours dit, et on n'est pas tout le seul à le dire, utilisez tous les outils que vous avez pour, effectivement, équilibrer le marché. Le marché a sa logique. Moi, je ne suis pas un anti-libéral de ce côté-là. Mais nous, souvent, notre rôle, c'est de rappeler aux élus qu'il y a des outils à faire, qu'il y a effectivement des choses qui nous permettent d'aller vers une société plus qualitative. On demande aux politiques de les mettre en œuvre. Et c'est vrai que moi, je suis quand même assez déçu sur le côté économique, parce que autant, ces points de vue-là, on les a défendus il y a longtemps, sur l'habitat, ça commence à percoler un petit peu, là, les gens commencent à le comprendre, autant sur le niveau économique, on a l'impression qu'on n'a jamais essayé d'optimiser le mètre carré, parce qu'effectivement, il n'était pas si cher que ça à Toulouse, parce qu'on pouvait s'étaler, etc. Donc, tout ça, notre rôle, c'est de le mettre à plat, pour qu'effectivement, on puisse travailler avec des professionnels de la UAT ou de l'urbanisme, mais aussi bousculer un petit peu les élus qui, des fois, sont un petit peu, entre guillemets, paresseux par rapport à tous ces outils-là. Ouais. Il est juste 20h. Merci François. Je vous propose que si vous voulez continuer à discuter, on peut discuter autour d'un verre. Merci bien de votre participation, et puis à bientôt. Alors, on n'a pas de date à vous donner précise, mais à la rentrée, il y aura de nouveaux sujets, et je pense qu'on fera un sujet sur les risques majeurs sur la métropole toulousaine.